Je vous présente aujourd'hui notre 479e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors Simone Veil est décédée, puis bien entendu portée au nu par la quasi-totalité de la classe politico-médiatique. Que vous inspire le parcours politique de cette femme, Président ? Écoutez, personnellement, moi j'entretenais avec Madame Veil des relations courtoises. Je ne trouvais pas qu'elle ait particulièrement le dessein d'un adversaire ou d'un ennemi. Madame Veil avait été comme ministre de la Santé désignée par M. Giscard d'Estaing et Chirac pour porter la première loi sur l'avortement, qui, c'est vrai, a été l'ouverture en quelque sorte d'un processus qui s'est considérablement aggravé depuis. Je rappelle que Mme Veil, dans son discours, disait que les femmes en détresse qui se trouvaient relevées de cette loi devaient être, si possible, dissuadées de le faire. Bon. Elle a été présidente de l'Assemblée européenne. Ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Et je dois dire que j'étais allé lui porter la contradiction en 1979 dans sa réunion du 18e arrondissement. Et j'étais même intervenu pour demander au trublion, parce que vraiment on faisait beaucoup de bruit pour l'empêcher de parler, de bien vouloir laisser Mme Veil au moins parler dans sa réunion. Voilà. Cela étant, je crois savoir que la dernière manifestation à laquelle Mme Veil a participé, c'était une réunion contre le mariage gay. Oui, la manif pour tous. Par conséquent, La manif pour tous. La manif pour tous, c'est ça. Et par conséquent, j'ai de l'estime, du respect pour une personnalité qui, dans le fond, n'a rien fait qui soit méprisable dans son activité politique. Emmanuel Macron prononçait ce lundi à Versailles un discours de politique générale qui semblait être plutôt un discours de campagne. L'avez-vous suivi ? Oui, je me suis infligé les deux discours, celui du maître et celui du serviteur. Alors le maître s'est laissé aller à quelques sorties un peu lyriques, assez floues, assez vagues, mais enfin lui comprenait au moins ce qu'il voulait dire. L'essentiel n'était pas que les autres le comprennent, l'essentiel c'était qu'ils l'écoutent. Alors on va écouter, voilà. Ce qu'il voulait, c'est surtout ne pas parler des choses dont devait parler son Premier ministre. Alors il a tourné autour du pot, enfin, verba volant. Justement, le lendemain, donc son Premier ministre, que vous appelez son serviteur, à l'Assemblée nationale, lui aussi... Il n'y a pas de mal à ça. Tout dépend de la qualité du maître. Bon, bref, il a donc discouru. Alors un discours jugé trop décortiqué et pessimiste, manquant de solennité et d'envergure. Quel est votre avis ? Écoutez, c'est très difficile de dire en 1h15 ce qui devrait normalement se dire en 2 heures. Mais 2 heures, c'était très long. Les députés sont assez fragiles du côté de l'ordre du jour. Bon, donc il a cravaché, il a défilé un certain nombre de décisions, comment dit-on, entre guillemets, de décisions futures et de promesses. Nous verrons bien si elles sont tenues. En attendant, nous les regardons faire. Ils occupent le terrain. L'Assemblée semble avoir une solide majorité d'applaudisseurs. Oui. Mais demain est un autre jour. Tomorrow is another day. Oui, alors justement, parmi ces promesses, il envisageait un rétablissement de la proportionnelle. Y croyez-vous ? Mais non, mais c'est ridicule parce que, ou bien la proportionnelle est intégrale. Elle a ses inconvénients d'ailleurs, il faut le reconnaître. Elle est intégrale comme elle le fut par exemple en 86. Elles sont souvent, ces législations, assorties d'amodiations qui permettent d'en limiter la nuisance prétendue. Bref,
imaginons qu'ils ont parlé de l'ordre de 10%. Bon. Oui. Il y aurait donc 60 sièges qui seraient ainsi répartis à la proportionnelle. Eh bien, ça en donnerait 1 ou 2 à Marine Le Pen, de plus. Oui. Ça ne lui permettrait même pas de faire un groupe. Alors un autre programme a été avancé, la levée de l'état d'urgence à l'automne, tout en affirmant résigné que le sang malgré tout continuera de couler. Est-ce une restriction budgétaire qui oblige ou est-ce bien cohérent tout cela? Je sais pas, nous sommes en guerre, nous a-t-on dit. Bon. Si nous sommes en guerre, nous sommes donc dans un état d'extrême urgence permanent. Mais il ne me semble pas que les législations correspondent à cette situation. Et il faudra bien un jour prendre acte du fait que nous avons des ennemis qui nous combattent et que nous avons comme devoir de les vaincre. Pas de les tolérer, pas de les accepter, de les vaincre. Mais très peu de choses sérieuses ont été dites sur le problème numéro 1 de la France, qui est le problème de l'immigration massive et déferlante, dont nous connaissons déjà des résultats très lourds, mais qui va évidemment se multiplier en dangerosité. Nous sommes à la merci, puisque ne serait-ce que par le jeu de l'asile, nous sommes à la merci des événements qui peuvent se produire dans le monde et qui peuvent faire arriver chez nous, en toute légalité, des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés, sans parler de toutes les autres lois qui les transforment immédiatement, ou presque immédiatement, en citoyens, les mettent à la charge de notre communauté qui pourtant compte déjà 10 millions de pauvres, 7 millions de chômeurs, des déficits vertigineux, une insécurité grandissante, un chômage massif, bref, qu'est-ce que dire? Je ne vois, hélas, dans l'arrivée de M. Macron, aucune raison d'espérer le changement radical et positif que les Français, dit-on, souhaitent de tout leur cœur, à condition que ce soit bien sûr les autres qui le payent. Bien, alors revenons à l'affaire Grégory. La jeune fille témoin de l'affaire, récemment incarcérée, se serait rétractée à l'époque, donc à l'époque du crime, suite à un véritable lynchage familial d'une violence extrême. Qu'en dites-vous? Je sais que cette affaire vous interpelle. Oui, écoutez, je suis assez scandalisé de voir revenir sur le devant de la scène, 30 ans, plus de 30 ans après, une affaire dont on n'a pas réussi à dénouer les fils. Et je me disais, assez naïvement, si l'affaire revient, avec tous les risques qu'elle comporte, de dommages pour les familles qu'elle touche évidemment, ils ont des certitudes et on va savoir quel est l'ignoble personnage qui a noyé ce petit garçon. Ils sont, paraît-il, toujours au stade de la recherche, Oui. du témoignage, Oui. contesté ou contestable, dont il faut apporter des preuves 32 ans après, ce qui touche à l'impossible, bien évidemment. Cette jeune fille avait 15 ans, elle en a aujourd'hui 47. Tout ceci me paraît condamnable et donne de la justice une idée qui est fort fragile et fort contestable. Bien, alors nous n'allons pas terminer sur ces paroles bien tristes. En tout cas, votre santé, Président, comment va-t-elle? Comment allez-vous? Quand ça ne va pas plus mal, c'est que ça va mieux. Bon, je vais me confier aux soins de mes médecins préférés ces jours-ci, et j'espère qu'ils vont me remettre d'aplomb, de façon à ce qu'on puisse, après les vacances quand même, profiter de nos forces pour nous battre. Et la victoire. Et la victoire, donc j'imagine que vous aurez une multitude de lectures dont vous pourrez nous parler. Oui, non, mais pas aujourd'hui, parce que je suis accablé sous les livres, et je vais vous dire par autre chose. Je suis accablé par le déménagement, car nous avons regagné nos pénates de Rueil, Oui. et nous avons quitté
l'oasis qui nous avait permis de nous réfugier à la Celle-Saint-Cloud. Et évidemment, mettre ça en caisse, mélanger les caisses les unes avec les autres, bien sûr, entendu. transporter tout ça, déposer, remettre en place. Tout ça est un travail éreintant, dont je me sens d'ailleurs, il faut bien le dire, très incapable, et j'assiste impuissant au désastre. Bon, alors nous vous souhaitons un très très bon courage. J'essaye de retrouver mes papiers. Bon, c'est un mauvais moment à passer, on va dire. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Et très bon été, cher président. Merci. Au revoir. Vous aussi. Merci.